Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à une dynamique qu'on a tous, d'une manière ou d'une autre, croisée sur notre chemin. Ah oui, absolument tous. Ouais. Comment se libérer de l'emprise des personnes toxiques? Et l'idée ici, c'est pas de lister des techniques de manipulation inversée ou de prôner des vengeances dramatiques, tu vois? Non, surtout pas. On va plutôt explorer une approche radicalement différente, quelque chose de silencieux et de redoutablement efficace. C'est exactement ça. Pour faire ça, notre session d'aujourd'hui repose sur une source unique, mais qui est d'une densité vraiment remarquable. Faites-le une fois, et les personnes toxiques vous laisseront tranquilles pour toujours. Un titre assez prometteur au passage. Très prometteur, ouais. Et l'objectif de notre analyse de cette session, c'est d'en extraire 10 clés fondamentales, toutes issues de la philosophie stoïcienne antique, pour opérer une véritable rupture intérieure. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette approche déplace immédiatement le champ de bataille. Souvent, face à un comportement toxique, on s'imagine que le conflit, il doit se régler avec l'autre. C'est notre premier réflexe, ouais. On pense qu'il faut le convaincre, le changer, ou du moins, lui faire admettre ses torts. Or, la philosophie présentée dans ce document nous montre que le véritable combat n'est absolument pas contre l'autre. Il est où du coup? Le combat, il se déroule contre soi-même, en fait. Il se loge dans cette habitude hyper tenace de se taire au mauvais moment, dans cette peur de l'inconfort ou de la désapprobation. C'est vraiment une invitation à observer sa propre intériorité plutôt que de scruter les défauts de l'autre. Bon, décortiquons tout ça. Commençons par le premier grand renversement de perspective qui est abordé dans le texte. Allons-y. C'est l'idée que notre fameuse tolérance, ce qu'on appelle notre tolérance, est en réalité une forme d'éducation. Oui, c'est un point crucial. C'est assez troublant quand on y pense. Parce que généralement, quand quelqu'un franchit une limite, par exemple, avec une remarque un peu passive-agressive lors d'un repas de famille, ou bien un collègue qui s'approprie systématiquement le mérite d'un projet en réunion. Ah, le classique. Le grand classique, oui. On a tendance à laisser couler, on serre les dents et on se dit qu'on fait preuve de patience. On s'en félicite presque, tu sais, en pensant être la personne la plus mature de la pièce. On se donne le beau rôle, en quelque sorte. Voilà. Mais la source souligne une réalité beaucoup plus froide. Elle dit que chaque recul silencieux n'est pas de la patience, c'est une pédagogie de la soumission. Le terme est fort. Pédagogie de la soumission. Très fort. En gros, on enseigne très exactement à la personne en face ce que l'on accepte de subir. C'est un mécanisme psychologique qui est implacable. D'ailleurs, le texte convoque une pensée très percutante de Zénon, de Kition, qui est le fondateur du stoïcisme. Il dit, je cite, « L'âme s'incline d'abord par commodité, puis elle finit par croire que c'est sa nature. » Waouh! S'incline par commodité. Exactement. Si l'on traduit ça en termes un peu plus modernes, ça signifie que plier les chines pour éviter une dispute, ça finit par reprogrammer notre propre perception de nous-mêmes. On s'habitue, quoi. Voilà. Au départ, on cède simplement par commodité. On se dit juste, C'est pas le moment de faire un scandale. c'est ça. Mais à force d'absorber ces micro-chocs et de repousser ses propres limites juste pour accommoder le chaos de l'autre, on s'habitue à l'inacceptable. Et le silence devient une autorisation implicite. Donc l'autre ne se dit pas « Oh, quelle grandeur d'âme de sa part ». Pas du tout, la personne en face n'y voit aucune grandeur d'âme, elle y voit juste un territoire conquis. Mais justement, il y a un point qui mérite d'être éclairci pour notre audience. Souvent, si on dit rien, c'est pas seulement par peur du conflit. Non, c'est plus vicieux que ça. Ouais, c'est aussi parce qu'on entretient l'illusion qu'en étant suffisamment exemplaire, l'autre finira par s'en rendre compte. Le fameux syndrome du sauveur. Exactement. On se dit, si je montre l'exemple, si je suis assez patient ou assez compréhensif, il ou elle va naturellement changer d'attitude. Eh bien, c'est exactement ce que la source identifie comme l'illusion du contrôle. Et c'est vraiment le cœur du piège. On s'épuise littéralement à essayer d'influencer un comportement extérieur sur lequel on n'a par définition aucune prise. Aucune prise du tout. Aucune. Le philosophe stoïcien Cléante l'exprimait avec une lucidité presque chirurgicale. Il disait « Celui qui tente de corriger l'autre perd souvent l'accès à lui-même ». Perdre l'accès à soi-même. C'est effrayant. Oui, parce qu'en consacrant toute son énergie mentale à décoder les humeurs d'une personne toxique, à peser chaque mot pour ne pas déclencher de crise, Marcher sur des œufs en permanence. voilà, marcher sur des œufs, eh bien on se vide de sa propre substance. La théorie stoïcienne, qui sera d'ailleurs appelée plus tard par Épictète, repose vraiment sur la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. La fameuse dichotomie du contrôle. Exactement.
Épictète dit « Tu ne peux maîtriser que ce qui commence en toi ». Et le corps, lui, il comprend cette perte d'énergie bien avant l'esprit. Oh oui, le corps sait. Le texte décrit très justement les symptômes physiques de cette illusion de contrôle. On les a tous vécus pour ceux qui écoutent. Cette mâchoire qui se crispe sans qu'on s'en rende compte. Les épaules tendues. Les épaules, ouais, ce nœud dans le ventre avant d'entrer dans une pièce. Ou cette chaleur qui te monte au visage quand tu ravales une énième injustice. On s'épuise littéralement à tenir les murs d'une maison qui s'écroule. Le corps est un excellent baromètre pour ça. Quand l'organisme réagit de cette manière, c'est le signe évident qu'on tente de maintenir une illusion. Donc, il faut lâcher prise. La véritable puissance, selon cette approche, elle naît au moment précis où l'on accepte son impuissance face à la toxicité de l'autre. C'est paradoxal, mais tellement vrai. C'est l'acte de retirer son souffle d'un incendie qu'on ne contrôle pas. Sans oxygène, le feu finit tout simplement par s'éteindre de lui-même. C'est une super image. Et cette image de l'incendie, ça m'amène à une autre métaphore abordée dans l'analyse que je trouve vraiment particulièrement éclairante. Laquelle ? C'est la comparaison de la dynamique toxique avec une pièce de théâtre. Ah oui, le théâtre toxique. Imaginons une scène. On a tous un rôle préétabli. L'acteur toxique entre en scène. Il lance sa réplique provocatrice et il attend. Il attend sa réplique ? Il attend qu'on prenne notre rôle habituel. Celui qui se justifie, celui qui s'énerve ou celui qui tente de réparer la situation. Et dès qu'on réagit, hop, l'acte 2 peut commencer et la boucle s'éternise. Si l'on relie ça à une vision plus globale, cette allégorie du théâtre est essentielle pour saisir pourquoi ces relations durent parfois des années. Des décennies même, dans certaines familles. Absolument. Parce que l'acteur toxique ne fonctionne pas en vase clos. Il a un besoin vital d'un public et de partenaires de scène. Sa toxicité se nourrit de la réactivité de son entourage. C'est son carburant. C'est son carburant. Donc, si l'on refuse de monter sur scène, la pièce s'arrête net. C'est d'une brutalité mathématique. L'autre se retrouve à déclamer ses répliques dans le vide sans aucun écho. Et là, il est perdu. Complètement. Cléante disait « Ce que l'on alimente devient réel, ce que l'on ignore s'éteint ». Donc, ne pas prendre son rôle, ce n'est pas fuir, c'est priver le système de son carburant principal, qui est notre attention. C'est hyper clair en théorie. Mais en pratique, quand on refuse de monter sur scène et qu'on commence à instaurer une vraie distance, c'est souvent là que les attaques redoublent. C'est le fameux pic d'extinction, oui. Ouais, on se fait traiter de personnes froides, sans cœur, égoïstes, ou de quelqu'un qui se croit supérieur. Et ça, c'est extrêmement lourd à porter. Comment est-ce que le stoïcisme gère cette pluie de jugement qui s'abat dès qu'on arrête de jouer le jeu ? Il faut comprendre que c'est une étape inévitable du processus de rupture. Quand le système toxique perd le contrôle, il va tenter de le reprendre par la culpabilisation. En nous faisant passer pour le méchant. Exactement. Et la source offre ici un concept stoïcien brillant pour s'en prémunir. C'est l'idée que le jugement de l'autre n'est jamais un diagnostic sur notre propre valeur. C'est une distinction clé, ça. Zénon l'illustre ainsi. Il dit « Les accusations sont des miroirs sales tendus à ceux qui refusent de se voir. Des miroirs sales. C'est une clé de lecture formidable. » N'est-ce pas ? Quand une personne manipulatrice vous accuse d'être égoïste au moment précis où vous posez une limite saine, en fait, elle ne parle pas de votre égoïsme. Elle hurle sa propre frustration de perdre son emprise. Elle projette, en fait. Totalement. Les mots utilisés sont une projection directe de son propre chaos intérieur. Si on vulgarise un peu cette idée, c'est comme recevoir un colis piégé. Un colis piégé, oui. On n'est pas obligé de signer le reçu et d'ouvrir la boîte. On peut très bien regarder le paquet, voir qu'il est là, et le laisser sur le pas de la porte. L'idée, c'est d'opérer une sorte de sélection intérieure à l'entrée de notre esprit. C'est une très bonne image. Ne pas incarner la caricature que l'autre essaie de dessiner de nous. La métaphore du colis est très juste, oui. C'est le principe même de la non-adhérence. Si l'on accepte l'insulte, si l'on commence à s'en défendre en disant « Mais non, je ne suis pas d'égoïste, regarde tout ce que j'ai fait pour toi », Ah, on a déjà perdu. exactement, on a perdu. On a ouvert le colis et on est remonté sur la scène de théâtre. La sagesse stoïcienne nous apprend à regarder ce miroir sale sans chercher à l'essuyer et surtout sans s'y reconnaître. Laissez glisser, quoi. Laisser glisser le jugement, c'est admettre qu'on n'a pas à gérer les tempêtes émotionnelles qui ne nous appartiennent pas. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour laisser glisser ce genre de jugement, il faut réussir à mettre de la distance. Mais la source fait une distinction cruciale, qui me semble d'ailleurs être le gros nœud du problème pour beaucoup de monde. C'est la différence entre la distance physique et la distance mentale. Ah oui, ce sont deux choses très différentes. Parce qu'aujourd'hui, mettre de la distance physique, c'est presque
C'est presque un détail technique. Oui, on a tous les outils pour ça. On bloque un numéro, on met quelqu'un en sourdine sur les réseaux sociaux, on change d'itinéraire pour aller au travail. Facile. Mais la distance mentale, ça, c'est le vrai défi. C'est le plus dur. On a tous connu ce moment où on se retrouve seul sous la douche, en train de rejouer une dispute dans sa tête, d'imaginer la répartie parfaite qu'on aurait dû sortir. Physiquement, la personne n'est pas là, mais mentalement, elle occupe toute la pièce. C'est l'essence même de l'emprise invisible, qui est abordée dans la 4e clé du document. La véritable séparation ne se décrète pas avec une fonctionnalité de blocage sur un smartphone. Si seulement c'était aussi simple. Ce serait bien. Mais la distance extérieure est une première muraille nécessaire, bien sûr. C'est le point de départ. Mais la reconquête réelle se joue à l'intérieur. Tant que l'esprit continue de convoquer la personne dans des tribunaux imaginaires... Les tribunaux imaginaires, on est tous coupables de ça. Tous. Tant qu'on s'épuise à lui prouver qu'on avait raison par pensée interposée, le lien n'est absolument pas rompu. On héberge littéralement son propre bourreau. On lui donne une chambre d'amis dans notre tête. C'est ça. Épictète résumait cette dynamique avec une clarté désarmante. Il disait « L'homme libre, c'est celui à qui l'on ne peut nuire sans son consentement. » Donc, continuer de ressasser, c'est donner son consentement à être encore affecté. Oui, c'est signer le contrat encore et encore. C'est fascinant. Mais alors comment on fait pour fermer les portes de ce théâtre intérieur? La vidéo parle du silence sadical. Toutefois, j'aimerais qu'on s'y attarde un peu, car le silence est souvent mal interprété. Très souvent, oui. Est-ce que se taire face à une injustice flagrante, c'est pas donner à l'autre l'impression qu'il a gagné? Est-ce que c'est pas au fond une forme de résignation? C'est l'objection classique. Et c'est tout l'enjeu de bien comprendre la nuance stoïcienne ici. Dans ce cadre précis, le silence n'est ni une fuite, ni une résignation, ni même une punition passive-agressive qu'on infligerait à l'autre. Ce n'est pas bouder, donc. Pas du tout. C'est une réponse complète et autonome. C'est une forteresse. Zénon disait « Il est des silences qui crient plus juste que 1000 discours ». C'est beau. Quand on cherche à avoir le dernier mot, en fait, on cherche encore la validation de l'autre. On veut qu'il comprenne. On espère secrètement que notre argument final va enfin percer son armure et le faire plier. Mais le silence stoïcien, lui, il part du principe que l'âme est suffisamment ancrée pour ne plus avoir besoin de cette validation. Elle se suffit à elle-même. Voilà. Musonius Rufus, un autre grand maître cité dans la source, l'exprime magnifiquement. Il dit « Quand l'âme est bien dressée, elle n'a pas besoin de se défendre. Ne pas se défendre face à l'absurde, c'est faire preuve d'une souveraineté absolue. » En somme, on arrête d'essayer d'apprendre à chanter à un mur. Exactement. C'est un gain de temps et d'énergie monumental. Mais bon, le chemin vers ce silence radical est semé d'embûches. L'analyse met en lumière un piège très pernicieux, ce qu'elle appelle l'épreuve du détachement. Une étape très délicate. Imaginons la scène. On a réussi à bloquer la personne, on a instauré le silence, on a arrêté de se justifier. Sur le papier, tout est parfait. Mais, dans un coin de notre tête, on reste dans l'attente. On guette. On guette un signe, ouais. On espère secrètement que l'autre réalise son erreur, qu'un message d'excuse arrive un jour, ou même que le karma fasse son œuvre. On réclame une forme de justice réparatrice. Et la source pointe un fait dérangeant. Cette attente, c'est encore de la dépendance. C'est probablement l'étape la plus exigeante de toute cette démarche. C'est la 6e clé de la vidéo d'ailleurs. Ne rien devoir, ne rien attendre. C'est dur. Très dur. Tant qu'il subsiste une attente de justice ou de réparation en provenance de la personne toxique, en fait, on lui laisse les clés de notre apaisement. C'est comme quitter une maison toxique, mais en laissant la lumière du porche allumée et la porte déverrouillée au cas où. C'est la métaphore parfaite. Musonius Rufus offre une réflexion salvatrice sur ce point. Celui qui se libère de l'attente s'épargne une vie de blessures imaginées. Une vie de blessures imaginées. Le détachement ne consiste pas à devenir de glace ou à nier la douleur initiale. Il consiste à comprendre que la réparation ne viendra pas de celui qui a causé la fracture. Faut pas attendre le remède de la personne qui t'a empoisonné. C'est exactement ça. Attendre des excuses d'une personne qui est incapable de remise en question, c'est s'infliger une double peine. Le stoïcisme exige de fermer cette porte de l'attente pour reprendre la responsabilité totale de sa propre guérison. Ce qui nous amène à l'acte final. La 10e clé, qui donne d'ailleurs son titre à la vidéo originale, pour fermer cette porte de l'attente, il faut poser une limite, mais la consigne est très stricte. Il faut le faire une seule fois. Une seule et unique fois. Une seule, avec une clarté absolue, sans émotion superflue, et surtout, sans aucune intention de convaincre l'autre. Pourquoi est-ce si important de ne pas se répéter?
Si l'on développe un peu ce point, c'est que chaque mot supplémentaire prononcé pour se justifier devient une munition offerte à l'autre. Absolument. La justification est le terreau de la manipulation. C'est-à-dire, Eh bien, si l'on explique longuement pourquoi on prend de la distance, l'autre va s'engouffrer dans chaque argument pour le démonter, le retourner et relancer la machine théâtrale dont on parlait. ah oui, on lui redonne son script. Voilà. La citation de Zénon à ce sujet est d'une grande sagesse. La langue est donnée pour construire, mais elle peut creuser. En voulant trop bien faire, en voulant, tu sais, arrondir les angles lors d'une rupture, Parce qu'on veut pas paraître méchant. c'est ça, on creuse souvent le trou dans lequel on va s'embourber. L'acte de rupture stoïcien n'est pas un débat, ce n'est pas une négociation. Zénon ajoute « La parole du sage ne cherche pas l'écho, elle trace la ligne ». Ne cherche pas l'écho. C'est une formule magnifique. C'est admettre qu'on parle pour acter une décision, pas pour être compris. L'image utilisée dans la source pour illustrer ça, c'est celle d'une pierre qu'on pose au bord d'un fleuve. Une belle image. On pose la pierre. Elle est lourde, elle est stable. L'eau du fleuve, c'est-à-dire les réactions de l'autre, ses colères, ses manipulations, l'eau va continuer de couler autour de la pierre, peut-être même essayer de l'éroder. Mais la pierre ne bouge pas. Et elle ne s'explique pas non plus. Surtout pas. Elle ne donne aucune explication au fleuve sur les raisons de sa présence. Une seule déclaration, ferme et définitive, suffit à acter la fin du jeu. C'est vraiment le point culminant de l'indépendance intérieure. C'est accepter l'inconfort temporaire, de passer pour le méchant de l'histoire dans l'esprit de l'autre. Tout ça afin de préserver sa propre intégrité sur le long terme. Un mal pour un grand bien. Oui, cette pierre posée au bord du fleuve, c'est la fin de notre rôle d'éponge émotionnelle. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond, hein? Si l'on prend un peu de recul sur l'ensemble de cette mécanique qu'on vient de déplier, le message central est d'une puissance libératrice colossale. Se protéger, assainir son espace mental, sortir de l'orbite d'une personne destructrice, Ça ne demande pas de grands discours. non, ça ne réclame ni de grandes confrontations théâtrales, ni une énergie folle déployée dans la vengeance. Au contraire, Tout à fait. ça demande une économie de moyens absolue. C'est le refus conscient, silencieux et inébranlable de jouer le rôle qu'on tentait de nous imposer. C'est la compréhension profonde que la paix intérieure ne se négocie jamais avec quelqu'un qui profite de notre chaos. Cela soulève une question importante concernant le passage de la théorie à la pratique. Ah oui, parce que c'est bien beau la théorie antique, mais aujourd'hui, Exactement. Car ces concepts philosophiques, qui sont nés il y a des millénaires, ne sont pas des objets de musée. Ils trouvent une résonance spectaculaire dans la vie moderne, que ce soit face à un manager tyrannique dans un open space, très commun. très commun, au sein d'une dynamique familiale étouffante ou dans une relation de couple déséquilibrée, le mécanisme de sauvegarde reste le même. Et il y a un détail empirique dans la vidéo source qui illustre parfaitement cette nécessité de matérialiser la rupture. Quel détail? Tout au long de l'enregistrement, le créateur encourage ceux qui visionnent le contenu à utiliser l'espace des commentaires pour acter leur décision. Il les invite à écrire des phrases simples comme « je coupe le lien » ou « je le fais une fois pour de bon ». C'est vrai. Et au début, on pourrait se dire que c'est une simple astuce pour générer de l'engagement numérique pour l'algorithme. On pourrait le croire, oui. Mais dans le contexte de cette philosophie, ça prend une toute autre dimension. C'est un peu comme une version moderne du journal de bord de Marc Aurèle. C'est une excellente comparaison. Écrire ces quelques mots, même sous un pseudonyme, au milieu de milliers d'autres inconnus, c'est transformer une pensée abstraite en un acte tangible. On concrétise la décision. Voilà. C'est faire sortir la décision de sa propre tête pour la graver dans le réel. Ce petit pas symbolique scelle la ligne intérieure qu'on vient de tracer. C'est un engagement envers soi-même, matérialisé. Et d'ailleurs, cette étape d'officialisation m'amène à une réflexion finale qui s'inscrit dans le prolongement direct de notre analyse, bien qu'elle dépasse le cadre strict des citations qu'on a abordées. Je t'écoute. Tout ce processus stoïcien vise à nettoyer la scène de notre théâtre mental. On a chassé les acteurs toxiques, on a instauré le silence, on a arrêté de justifier notre existence. Et souvent, la première réaction face à ce nettoyage radical, c'est la peur du vide. Ah, le vide? Oui. Perdre ses repères, même lorsqu'ils étaient douloureux, ça provoque un vertige. C'est profondément inconfortable au début. C'est le syndrome de la maison vide après un grand déménagement. Ça résonne bizarrement, c'est un peu froid, et on se demande si on n'a pas fait une erreur. Exactement. Mais si l'on changeait d'angle d'observation, si ce grand vide initial, si terrifiant soit-il, n'était pas une punition, mais le prérequis absolu à la création. Intéressant. Imaginons un instant
L'immensité de cet espace soudain libéré. Toute cette énergie mentale qui était siphonnée par la gestion de la toxicité est désormais disponible. C'est un potentiel énorme. Et la question c'est, quel genre de relations humaines, basées sur l'authenticité, le respect mutuel et une vulnérabilité saine, pourraient soudainement trouver la place d'entrer et de s'épanouir maintenant que cette scène n'est plus saturée par le drame? La place est enfin libre, quoi. C'est ça. Comment ce vide pourrait-il être le point de départ exact pour redéfinir, selon ses propres termes, ce que signifie réellement se connecter à l'autre? C'est une perspective qui donne le vertige, mais un vertige extrêmement positif. Laisser la scène se vider, accepter ce silence initial qui fait un peu peur, non pas pour s'isoler du monde, Surtout pas. mais pour enfin inviter ceux qui connaissent la valeur du respect. Voilà de quoi nourrir de profondes réflexions pour la suite. Un grand merci pour cet éclairage sur une philosophie millénaire qui, franchement, n'a jamais semblé aussi indispensable. Avec grand plaisir. Il est permis d'espérer que cette exploration minutieuse offrira de nouvelles clés de lecture à tous ceux qui écoutent pour appréhender leur propre dynamique relationnelle. Le défi est lancé. Observer cette scène antérieure, en assumer la direction et choisir avec soin ceux qui auront le privilège d'y monter. À très bientôt pour une prochaine analyse. Au revoir, et que cette mise en lumière permette à chacun d'écrire le prochain acte avec clarté. À bientôt.